antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. Il est 23h32 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et nous accueillons maintenant Vanina au 3921. Bonsoir Vanina. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Vanina? De Paris. D'accord, et qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Eh bien écoutez, j'ai été très sensible à toute cette opération que votre chaîne de radio a mis en place. Travaillant dans le secteur de l'éducation, j'ai senti le besoin en fait d'exprimer un petit peu ce que nous vivions au quotidien, parce que nous sommes au quotidien en relation avec ces jeunes. Et passer tout de suite après le témoignage de Laetitia, je vous avoue que je suis assez bouleversée, mais en même temps ça donne encore plus de sens à notre métier. Oui, je comprends. Je crois que vous dirigez un groupe qui s'appelle Élysée Éducation. Vous pouvez m'en dire un peu plus, parce que je crois que ça concerne tout ce dont on a parlé ces derniers temps. Absolument. En fait, Élysée Éducation est une alliance de 6 écoles qui sont spécialisées dans des filières assez diverses, dans l'aéronautique, dans le développement durable, la santé animale, le management du luxe, la beauté. Et en fait, notre ADN à nous, c'est l'employabilité. On place essentiellement des jeunes en alternance. Alors évidemment, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts cette année dans ce contexte de crise sanitaire pour accompagner ces jeunes, mais effectivement, cela n'est pas suffisant et on s'en rend compte au travers des témoignages qu'on a pu avoir hier soir et puis également ce soir. Notre objectif, effectivement, c'est de servir l'emploi, c'est essayer de donner à ces jeunes leur place dans l'entreprise, mais surtout aussi de les aider à trouver un épanouissement personnel. Comme disait Laetitia, lorsque un jeune a eu son bac à distance, évidemment le bac, moi j'appelais ça le passeport pour la liberté, lorsque je l'ai eu, parce que ça signifiait, pour moi j'étais à l'étranger, donc arrivée en France, l'université. Alors évidemment à l'université ou dans des écoles, on va apprendre des choses, mais surtout, on va s'épanouir personnellement, on va rencontrer des gens. C'est là où, en fait, on crée son premier réseau. On est dans une espèce de stimulation intellectuelle parce qu'on rencontre des gens de tous univers, tous horizons. Et c'est vrai que d'être frustré de ne pas pouvoir vivre cette expérience pour nos jeunes, évidemment, on arrive à une situation de détresse comme la fille de Laetitia. Enfin, c'est bouleversant. Alors nous, on a essayé de mettre des choses en place. Et puis, de toute façon, c'est pas nouveau. Nous, on travaille vraiment pour accompagner ces jeunes à trouver un emploi ou à trouver un stage. Alors on a différents outils assez classiques qui sont pas nouveaux par rapport à la situation Covid, mais néanmoins on a dû se réinventer parce qu'il a fallu aujourd'hui sélectionner nos candidats, essayer de trouver des postes en entreprise, les préparer à ces entretiens et les préparer de manière différente. La méthode n'est plus la même. Laetitia a utilisé tout à l'heure le mot de culpabilité. Aujourd'hui, on doit, lorsqu'on prépare nos jeunes, les faire déculpabiliser de tout. Oui. Déculpabiliser de ne plus avoir, de ne pas venir à l'école, déculpabiliser de ne pas forcément suivre les cours de manière assidue, déculpabiliser de ne pas avoir suffisamment d'expérience pour passer des entretiens. Et c'est vrai que c'est pas évident. Après, on y arrive un petit peu parce qu'on a des équipes qui sont assez performantes et la contrepartie de tout ce travail pour nous, c'est d'avoir réussi cette année à placer sur 1000 étudiants en apprentissage. Nous avons réussi à placer 800. Donc là, aujourd'hui, il nous reste encore 200 jeunes pour lesquels on se bat au quotidien et pas seulement pour leur trouver un emploi, mais aussi pour maintenir ce lien qui est essentiel pour leur épanouissement.
On essaye aussi de trouver des solutions pour ceux qui sont isolés. Tous les publics, nous accueillons des publics qui sont différents. On peut accueillir des personnes qui sont isolées numériquement, par exemple, des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui sont à l'étranger et pour qui venir à Paris, à Cannes, à Strasbourg ou à Lyon était un rêve. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions idoines pour justement leur permettre de suivre ces formations à distance. Voilà, c'est pas simple, mais on fait de notre mieux. Vous les repérez comment? Est-ce qu'ils viennent à vous, ces étudiants? Est-ce qu'ils se manifestent? Ou vous avez un réseau, un maillage qui vous permet d'avoir des relais un peu partout pour déceler les situations les plus chaudes, les plus dramatiques? Écoutez, on a la chance d'avoir des équipes vraiment qui ont été exceptionnelles cette année, que ce soit les équipes pédagogiques ou les équipes de conseillers en formation, conseillers orientation. On a tous travaillé depuis le 16 mars. J'ai pratiquement H24. Oui. Tous nos élèves avaient un référent qu'ils pouvaient joindre sur le portable. On les appelait quotidiennement. Le « comment tu vas » dont parlait Laetitia tout à l'heure, eh bien nous on le fait depuis le 16 mars justement pour essayer de détecter les situations les plus fragiles. Alors, lorsqu'on a pu accueillir à la rentrée les étudiants, évidemment, on sentait bien les choses venir, donc on a pu déployer tout un parc informatique. On a demandé parmi nos étudiants ceux qui, justement, n'avaient pas de Wi-Fi à la maison, n'avaient pas d'ordinateur portable, en avaient un seul pour une famille de 4 enfants, vivaient dans des situations qui étaient complexes. Donc, pour cela, on leur a proposé, on a mis à disposition des ordinateurs. Oui. On leur a aussi proposé de venir dans nos écoles. Nous avons la chance d'avoir de grands locaux, malheureusement inoccupés en ce moment, ou en tout cas pas totalement. Et donc on a pu, nos équipes sont sur place en permanence, donc on a pu en accueillir certains, des ordinateurs, leur donner des salles à disposition. Pour ceux qui ne pouvaient pas suivre les cours à distance, ils pouvaient venir aussi assister des cours. C'était pratiquement des cours individuels, Oui. avec les enseignants qui restaient à l'école. Voilà, on a essayé, hein, mais comme tous nos collègues dans l'univers de l'éducation. Alors après, nous sommes des établissements privés. Donc, on a certainement plus de liberté que les universités. On est capable, du jour au lendemain, d'acheter 250 ordinateurs et de se dire, demain, on propose à nos étudiants, et d'ailleurs pas que nos étudiants, de venir chez nous et de pouvoir suivre les cours, de participer à des forums de recrutement virtuels qu'on organise aussi. Oui. De les aider dans un parcours individualisé, de se dire très bien, tu as trouvé ce poste-là, mais tu n'es pas suffisamment bon en anglais. Alors on va leur proposer des cours de soutien en anglais. Il faut innover. Voilà, le challenge, il est aussi pour nous de nous réinventer tous les jours. Oui, se réinventer par rapport à la situation qui est lourde. Hein. Vous travaillez avec qui, des professeurs, vous m'avez dit, mais est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui vous rejoignent dans votre démarche? Oui, absolument. Alors, nous avons la particularité, pour certaines de nos écoles, d'être dans des formations qui sont professionnalisantes. Donc, nous allons avoir des enseignants qui vont être agréés par le rectorat, mais nous faisons beaucoup appel à des experts métiers, donc des personnes qui, par exemple, vont travailler dans le secteur du luxe, dans des grandes maisons de luxe, et qui ont envie de transmettre des compétences, et ils ont une autre approche du métier. Et c'est vrai que c'est assez enrichissant pour nos jeunes d'avoir à la fois un parcours, des enseignants avec un parcours académique classique, et puis des personnes qui sont vraiment sur le terrain et qui les accompagnent parce qu'ils ont une vision assez concrète en fait de ce qu'attendent les entreprises. Et puis évidemment,
Nous travaillons avec le service public de l'emploi, le conseil régional Île-de-France et les conseils régionaux de toutes les régions en fait où nos écoles sont installées et qui font aussi un travail formidable. Les pôles emploi, les missions locales. En fait, on doit aussi donner les informations à ces jeunes parce que très souvent, ils ont peur de parler. Ils ont honte de parler, ils ont honte de dire qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Donc, il faut vraiment être dans l'empathie et c'est vrai que c'est une forme de soutien psychologique que certains de nos enseignants ont justement cette capacité de pouvoir les faire parler, d'essayer de dialoguer avec eux, de maintenir le lien, encore une fois, de les déculpabiliser. Et les missions locales les aident aussi, le Pôle emploi nous aide aussi. Mais c'est vrai que ce qui est très important, c'est d'essayer de trouver des solutions pour ne pas qu'ils soient à plein temps chez eux. Donc là, le gouvernement nous a autorisés à les faire venir un jour par semaine, à les évaluer. Nous, on a vraiment essayé tout au long de cette période de continuer de les évaluer. Ils doivent continuellement être en mesure de se dire « je progresse, j'apprends ». Parce que là, on se retrouve pour certains élèves, et on a eu le cas hier lors d'évaluation, de jeunes qui se disent mais moi, j'ai rien appris à distance. Ça m'a servi à rien. Mais j'ai trop peur de passer un examen. Je vais être nulle, je vais avoir 0. J'ai rien appris. Et en fait, de ne pas les évaluer, ou en tout cas, on doit démystifier cette évaluation, si vous voulez, Olivier, parce qu'autrement, ils vont être perdus. Oui, on n'a aucune visibilité. Le problème est là aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune visibilité. Qu'entendez-vous par là ? Qu'entendez-vous exactement par là ? Vous n'avez aucune visibilité ? On n'a aucune visibilité sur les examens. Comment les examens vont se passer ? Est-ce qu'ils vont se passer en présentiel, en distanciel ? Alors, pour les formations qui sont... Là, je parle vraiment des formations éducation nationale. On ne sait pas vraiment si les examens vont se passer en présentiel ou pas. Et c'est vrai que nous, on les prépare. Enfin, quand vous faites une formation pour devenir mécanicien avion ou coiffeur, ce sont des filières qui sont professionnalisantes où le geste est important. De se dire qu'on ne va pas être jugé sur une technicité, c'est extrêmement frustrant. Et puis surtout pour la suite, en fait, de leur métier. Un coiffeur qui est en alternance et qui n'a pas pratiqué aura du mal à trouver un emploi, même s'il a son diplôme après. Parce que nous, notre rôle, évidemment, c'est de les accueillir, ces jeunes, de les préparer, mais on doit les suivre aussi après. Après, on ne va pas les laisser au bord de la route. On doit aussi les aider à trouver un emploi stable, ou en tout cas, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Très bien. Et là, après tout ça, votre rôle va... il y aura encore du travail, mais vous allez retrouver un autre ADN. Qu'est-ce que vous allez faire après tout ça ? Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de travail à maintenir auprès de ces étudiants qui sont dans des situations difficiles ? Certainement. D'abord parce que ça a été une expérience où finalement les talents en tout cas de notre groupe, où il y a des élèves qui se sont révélés, les délégués de classe qui ont fait un travail formidable, des entreprises qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance malgré ce contexte. Nous travaillons beaucoup avec des TPE. Et les TPE, elles n'ont pas les ressources évidemment de grands groupes et de savoir que certaines nous ont suivis, c'est assez rassurant. L'après, c'est les aider. L'après, c'est continuer à essayer de les accompagner pour trouver un emploi ou en tout cas les orienter pour une poursuite d'études. C'est aussi une piste intéressante. Parce que certains sont bien conscients que l'année prochaine, le marché de l'emploi ne va pas d'un coup de baguette magique avoir énormément d'offres sur le marché. Donc, on doit aussi les orienter pour une poursuite d'études, pourquoi pas aussi en alternance.
ou en tout cas, on ne peut pas, en tout cas c'est notre rôle, notre rôle c'est de continuer à maintenir ce lien, les aider, les suivre. On a un réseau d'alumni en fait pour toutes nos écoles, donc on les suit, on sait ce qu'ils deviennent, on se renseigne. Certains reviennent après chez nous pour y travailler, pour y enseigner. On a d'ailleurs de belles expériences d'enseignantes qui sont maintenant chez nous et qui ont travaillé dans des hôtels prestigieux parisiens. Oui, oui. Et voilà, on est une espèce de grande famille. Oui, une grande famille soudée pour ce qui est le quotidien en ce moment de ces étudiants. Elle vous est venue comment, cette envie de vous lancer dans tout ça, Vanina ? Alors écoutez, moi je ne me suis pas lancée. Moi j'ai rejoint en fait un entrepreneur visionnaire et audacieux qui préside ce groupe et qui l'incarne vraiment, oui. Et qui au quotidien nous donne envie de nous dépasser, de nous surpasser et de nous démener. Et c'est vrai que l'éducation, c'est un secteur qui est extrêmement enrichissant et puis qui a du sens. C'est-à-dire que tous les jours, arriver au bureau et se dire, nous allons aider ces jeunes à trouver un emploi, nous allons accompagner ces jeunes pour qu'ils s'épanouissent, c'est une satisfaction, Olivier, inouïe de savoir... voilà, moi, ça fait presque 10 ans que je travaille dans ce groupe et on a eu des expériences formidables. Moi, le cas d'une jeune fille qui était en décrochage scolaire, qui est arrivée en 3e chez nous et qui a suivi une formation en CAP esthétique et puis voilà, nos écoles proposant des formations qui vont jusqu'au master, et bien au fur et à mesure, en quelques années, elle a pu passer un master et puis aujourd'hui, elle travaille dans une grande maison de luxe. Ça, c'est une vraie récompense. C'est pour ça qu'on se réveille le matin et c'est pour ça qu'on a envie de se surpasser. D'aller se battre, oui. Oui, on se bat au quotidien, mais eux aussi, ils se battent au quotidien. Ils nous challengent aussi énormément. On a des étudiants qui ont des idées formidables. Là, par exemple, on a une étudiante en master en développement durable qui est en train de travailler sur un magnifique projet de RSE et donc essayer de mettre en place un label RSE pour toutes nos écoles du groupe. On a des actions citoyennes aussi qu'on essaye de mettre en place. En fait, on doit essayer de motiver nos jeunes au travers d'autres choses que la formation qu'ils suivent. Et les actions citoyennes en font partie. Aujourd'hui, ils maîtrisent tous les outils pour faire des courts-métrages, essayer de travailler sur des projets de diversité, d'accessibilité oui. Pour des personnes qui sont en situation de handicap. En fait, nos jeunes, ce sont eux les talents. Nous, on n'a pas de talent en réalité. Non, mais vous leur donnez une impulsion importante. C'est magnifique. Et puis, comme je le disais tout à l'heure à Laetitia, cette initiative, tous ces adultes responsables aussi, qui montrent un peu un exemple dans la vie active, c'est aussi leur montrer que ces adultes-là, responsables, leur accordent une partie de leur temps, de leur énergie et leur attention, et qu'ils ont pris conscience que ils étaient la force vive de demain. Ils sont une force vive déjà. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas une force vive maintenant, mais demain, ce seront ces chefs d'entreprise, ce seront ces travailleurs, ces cadres qui feront la force du pays. Donc c'est important qu'ils sentent qu'on s'occupe d'eux, qu'on ne les lâche pas. Et, absolument. Je suppose que vous devez avoir des retours, en tout cas, touchants. Oui. Alors je me souviens, l'année dernière, pendant le confinement, l'une de nos directrices d'école avait reçu une vidéo de tous ses élèves qui la remerciaient parce qu'elle avait travaillé inlassablement. Mais vous l'avez dit, Olivier, notre rôle, c'est de contribuer à rendre meilleur l'avenir de ces jeunes. Exactement.
rendre meilleur l'avenir de ces jeunes. Et quand on dit rendre meilleur, c'est à tout point de vue. Je dirais que c'est au niveau de leur éducation aussi, des citoyens qu'ils seront. Parce que aider, aujourd'hui, c'est une notion que beaucoup ont oubliée. Et surtout, beaucoup ont oublié que tous ceux qui reçoivent de l'aide, surtout dans des situations de précarité, hein, en tout cas dans une position qui n'est pas toujours facile à vivre, eh bien, je pense que la plupart d'entre eux s'en souviennent et rendent ça d'une manière ou d'une autre plus tard. J'en suis intimement persuadé. Idem. Je pense comme vous, cet esprit de solidarité. Alors, nous ne sommes pas les seuls. Hein, beaucoup d'initiatives de solidarité ont été mises en place, et pas seulement dans les écoles, hein, dans beaucoup de fondations, etc. On doit inventer de nouvelles solidarités. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui avait dit lors des premières annonces de confinement, et on doit continuer de le faire, et pas seulement pendant cette période de Covid. On doit lutter contre l'isolement, on doit maintenir ce lien social, on doit essayer d'être les acteurs du changement, d'accompagner ces jeunes, de trouver des postes en entreprise. Et c'est là aujourd'hui l'enjeu, parce que un jeune qui est désœuvré, c'est un jeune qui est perdu, c'est un jeune qui aura plus envie de suivre ses cours. À quoi bon, va-t-il nous dire? J'ai pas de job après, je peux pas payer ma formation, je vais pas m'en sortir, aidez-moi, au secours. Alors là, nous, comme je vous le disais, on travaille d'arrache-pied, on a réussi à en placer 800. C'est énorme, encore... énorme. Oui, c'est énorme. C'est une très belle, c'est une très belle performance. C'est une très belle performance, mais aujourd'hui, on a encore quelques jeunes qui sont en formation, oui. Qui suivent les cours, mais qui malheureusement n'ont pas trouvé de poste. Et c'est pour cela que nous devons continuer à nous battre et à respecter les gestes barrières quand même. Oui, parce que cette situation impacte obligatoirement votre travail, votre mission en ce moment. Je suppose que, enfin c'est pas que je suppose, j'en suis sûr, parce que c'est le nombre d'appels que je reçois moi en tant qu'entrepreneur, hein, déjà, oui. de jeunes journalistes qui sont en école ou dans la communication, oui, et qui cherchent, oui, des stages. Et malheureusement, en ce moment, c'est là où on pourrait prendre 4 ou 5 personnes. En ce moment, on ne peut qu'en prendre qu'une, et encore. Parce qu'avec les dernières mesures, vous voyez, le télétravail est à nouveau de mise, sur le service public en tout cas, et le stage, là, tombe à l'eau. Oui, alors pour les stages, c'est très compliqué de trouver des stages, effectivement. Et bon, après, vous savez, dans certaines formations, il y a des obligations de faire des stages. On espère justement que l'éducation nationale va prendre en considération cet impératif qui est de faire des stages pour pouvoir valider une formation. On a bon espoir que cette obligation disparaisse, parce que effectivement, c'est un petit peu compliqué. Alors dans le secteur de la communication, mais dans d'autres, je parlais de la maintenance aéronautique, dans la coiffure, dans l'esthétique, dans la boulangerie, pâtisserie, enfin les métiers, les filières comme ça qui sont très professionnalisantes. C'est un petit peu compliqué de ne pas trouver de stage, effectivement. Oui, c'est la situation. Quelles sont les initiatives que vous allez prendre, en fait, une fois que la situation va revenir à la normale? Est-ce que vous avez une exposition, c'est-à-dire que vous faites, je sais pas, des salons? Comment on va pouvoir vous trouver pour ceux qui nous écoutent ce soir? Alors, pour ceux qui nous écoutent ce soir, ce qu'on pourrait déjà proposer pour des jeunes qui seraient en isolement numérique, enfin qui n'auraient pas d'ordinateur ou qui n'auraient pas de connexion Wi-Fi, nous invitons en fait à nous contacter, et on pourrait mettre à disposition dans nos locaux des ordinateurs, des téléphones, pour qu'ils puissent passer des appels aux entreprises, passer des entretiens en visio directement de nos écoles, tout en évidemment en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire, hein, j'insiste Olivier, mais voilà, nos écoles sont pour la plupart vides, et donc on a de la place,
et on serait vraiment ravis de pouvoir accueillir des jeunes qui seraient en difficulté et qu'on pourrait d'ailleurs accompagner aussi dans le cadre de recherche d'entreprise, les aider à rédiger des lettres de motivation, les préparer à passer des entretiens, les faire déculpabiliser de ne pas avoir d'expérience ou de ne pas avoir encore trouvé un job au mois de février, les préparer, tout simplement. Les préparer. Donc je ne sais pas si je dois, je peux donner une adresse email là à l'antenne. Bien sûr. Alors, vous pouvez nous contacter. L'adresse email est la suivante, info@elysée-education.fr. Élysée, ELYSEES-éducation.fr. Voilà, donc on a créé cette boîte mail précisément justement pour pouvoir répondre aux demandes de tous ces jeunes et moins jeunes. Super. Eh ben, écoutez, mille merci, ma chère Vanina, et bravo pour cette initiative. J'espère que certains, ce soir, qui nous écoutent, l'auront découverte et dès demain rentreront en contact avec vous parce que c'est synonyme d'espoir quand même pour certains, je suppose. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Merci à toute votre équipe, à Natacha. Je vous en prie. Et merci à Europe 1 d'investir massivement pour aider nos jeunes. Ben, je vous remercie. Merci de vos merci. Au revoir, Vanessa. Passez une bonne fin de soirée et bon courage. Pareillement. Au revoir. Merci, au revoir, Olivier.